uniquement par les étudiants. Par les acrobaties, je vous dis. Les gouvernements un peu, certaines fondations, les associations membres. Oui. Voilà, quelques dons. Mais sans ça... J'avais un don de veillon, par exemple, chaque année, puis il est mort. C'est fini. Vous ne parvenez pas à avoir d'autres dons? Ben oui, mais enfin, il faut courir pour ça. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, ce soir, nous sommes en direct avec Denis de Rougemont et non pas chez Monsieur Denis de Rougemont, car vous avez choisi d'habiter à Ferney-Voltaire, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres seulement de la frontière franco-suisse, et nous rencontrons les pires difficultés, nous, chaque fois que nous désirons franchir cette frontière pour faire une émission en direct. Vous êtes ce soir peut-être la victime de l'ironie du sort, ou en tout cas de l'ironie des circonstances, puisque pendant très longtemps, depuis très longtemps, vous vous battez contre ces traits zébrés de rouge qu'on trouve sur les atlas géographie et qui sont des frontières souvent très artificielles. Mais enfin, nous sommes malgré tout chez vous ce soir, puisque nous sommes au Centre européen de la culture que vous présidez, que vous dirigez depuis 21 ans. Avec vous, monsieur, qui êtes l'un des Suisses les plus connus hors de nos frontières, nous allons essayer ce soir de traiter 3 thèmes, si possible, 3 thèmes qui se trouvent au centre de votre œuvre. C'est d'une part l'analyse de l'amour en Occident, d'autre part ce sera l'aventure occidentale de l'homme, et enfin c'est aussi l'avenir de l'Europe. Mais votre vie elle-même, placée sous le signe de l'engagement de l'écrivain, est à elle seule un véritable roman, et je crois que ce roman, pour commencer, mérite d'être connu. Alors remontons au début, aux sources, si vous le voulez bien. Vous êtes né à Neuchâtel. Est-ce que Neuchâtel représente quelque chose pour vous? Est-ce que Neuchâtel vous a apporté quelque chose? Neuchâtel m'a apporté beaucoup, mais plus tard, car je n'y suis pas né. Je suis né à Couvet, dans le Val de Travers, où mon père était pasteur. Je suis un fils de pasteur, un de ces fils de pasteur dont un proverbe allemand du 19e siècle, je crois, disait Pfarrersohn und Müllers Kuh gedeihen selten oder nie. Ce qui, en traduction un peu rapide, veut dire que les fils de pasteur ne réussissent pas. C'était parfaitement vérifié à l'époque, cette maxime, car si vous regardez l'histoire de la littérature allemande des 18e et 19e siècles, vous vous apercevez, non sans stupéfaction, que la moitié des écrivains connus de l'Allemagne sont fils de pasteurs. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont mal tourné? Oui, d'après les mesures de l'époque. C'était très mal vu de devenir écrivain, en tout cas ça n'était pas bien vu dans la bourgeoisie, et dans le peuple ça n'était pas vu du tout, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer longuement dans mon journal d'un intellectuel en chômage, où je me suis trouvé confronté avec les habitants de 2 provinces françaises qui ne savaient absolument pas ce que c'était qu'un écrivain, ni si ça correspondait à un métier quelconque, n'est-ce pas? Ils n'avaient jamais vu ça. Quand ils voyaient ma lampe allumée à 2 heures du matin, ils se demandaient, mais ce type qui ne fout rien toute la journée, comment est-ce qu'il réussit encore à avoir sa lampe allumée jusqu'au milieu de la nuit? Bref, c'était mal vu d'être écrivain. Ça a un peu changé depuis. Je crois en grande partie grâce à vous, messieurs. C'est à cause de la radio et de la télévision qu'on a commencé à se dire qu'après tout, les écrivains, puisqu'on les montre si souvent, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux qu'on ne pensait. Mais si vous permettez, avant de devenir votre carrière d'écrivain consacré, il a quand même fallu commencer par un bout. Et vous avez commencé très très tôt, en fait. Vous avez tout d'abord écrit, sauf erreur, sur la vocation du gardien de but. C'est ça votre vrai début littéraire? Ah oui, ça a été, si vous voulez employer ce terme de vocation, qui est peut-être un peu gros pour le rôle que je jouais dans l'équipe. En effet, j'étais un grand passionné de football quand j'étais au gymnase de Neuchâtel, et au collège latin avant cela, et je jouais toujours au but. Non sans raison, parce que pour moi, le moment où le gardien intervient, n'est-ce pas, c'est le sommet du drame. C'est l'arrivée de la descente, n'est-ce pas, c'est le drame de l'attaque. Et on intervient d'une détente formidable, on plonge, j'adorais plonger. Le dernier rempart. Un certain lyrisme là-dedans. Oui. Et je me suis dit pendant longtemps, au fond, pourquoi est-ce qu'un écrivain doit être gardien de but plutôt qu'autre chose, pas plutôt qu'ailier droit ou centre-avant? Eh bien, j'ai trouvé beaucoup plus tard, à Paris, 2 collègues écrivains
avec qui j'ai communié dans cette passion du football au poste de gardien de but, c'était Monterland et Albert Camus. Nous avons été les 3 gardiens de but. Roland et moi n'avons Vous gardé aussi. de cela que des cicatrices. Nous n'avons pas eu l'honneur, comme vous, de rencontrer de pareils écrivains. L'un de vos premiers textes également, que vous avez écrit très jeune, c'est un pamphlet contre l'enseignement, contre l'école publique. Qu'est-ce que vous critiquiez? Est-ce qu'il y a eu depuis lors une amélioration? Ah, qu'est-ce que je critiquais dans l'enseignement primaire? Tout. Tout. Vous étiez un Le contestataire. premier chapitre de mon petit livre s'appelait Mes prisons. C'était une description du monstre, comme je disais, une description de mes années d'école primaire à Couvet. Je crois que beaucoup de jeunes instituteurs à l'époque m'ont su gré de mes attaques, non pas contre eux, mais contre la condition qu'on leur faisait. Et je doute que ça se soit tellement amélioré depuis lors. Je parlais de l'école primaire qui prend des petits-enfants tout frais et qui rend des citoyens à l'œil torve au bout de 7 ou 8 ans, après les avoir convenablement alignés, jusque dans leurs réflexes. Je compte rééditer ce petit pamphlet qui avait, je sais pas, 80 pages, que j'ai écrit à 22 ans, en le confrontant justement avec la situation actuelle de l'enseignement après le passage de Piaget, de l'école Rousseau, de l'Institut Rousseau, et de toutes ces choses qui auraient dû tout de même apprendre beaucoup au gouvernement. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tellement suivi. Dans ce sens, il y a une inertie énorme à vaincre dans ce domaine-là. C'est-à-dire, on peut rappeler en passant que l'un de vos maîtres a été Jean Piaget, sauf erreur, à l'université de Neuchâtel. Mais dans cette contestation de l'école, telle que vous la retrouvez aujourd'hui parmi les jeunes maîtres, parmi les étudiants, est-ce que vous vous retrouvez vous-même? Dans la contestation de qui? Sans doute du Contre système, l'école. peut-être. Oui, enfin, c'était fondamental. Je crois que j'étais un des premiers contestataires à cet égard, car je voyais très bien le lien, n'est-ce pas, entre une certaine image de la société que l'on voulait imposer à l'enfant tout petit, certains conditionnements, si vous voulez, et le style de l'école primaire. Évidemment, ça repose toutes les questions de la forme de la société. Quand on conteste que l'on a une particule dans son nom, est-ce que cela vous place dans une situation particulière? Ah bien, moi j'étais très loin de savoir ce que ça signifiait, de s'appeler de, n'est-ce pas, un de, comme on disait. Je n'avais pas la moindre idée de ça. Et j'ai perdu ma virginité sociale le jour de la première leçon d'instruction civique à Couvet, justement, quand notre instituteur a commencé sa leçon en disant « En Suisse, on est tous égaux ». Je crois même qu'il a dit « En Suisse, tout le monde est égaux ». C'est pas parce qu'il y en a qui s'amusent à mettre devant leur nom de ou du ou de là qu'il faut qu'ils se croient plus que les autres. Alors, à la récréation qui a suivi, n'est-ce pas, ça n'a pas raté. J'ai pris une raclée mémorable. J'avais les 35 gosses de la classe qui me jetaient des énormes blocs de neige avec des cailloux dedans. Mais avant d'aller plus loin, en fait, être un de à Neuchâtel, c'est important, ça l'était surtout à l'époque. Être en plus fils de pasteur et vivre dans un village qui était très, très, très socialiste, très ouvrier, oui. Est-ce que ça a posé pour vous des problèmes? Eh bien, voyez-vous, contrairement au proverbe allemand, n'est-ce pas, qui dit que les fils de pasteurs n'arrivent jamais à grand-chose, ou qui tournent mal, comme Nietzsche, par exemple, moi, je crois que ça a été un atout pour moi. Ça m'a donné une vision de la société dans toutes ses couches, beaucoup plus réaliste que je ne l'aurais eu autrement, dans un autre milieu. Et je dis réaliste pas seulement parce que je voyais bien les conditions matérielles des gens, mais aussi leurs conditions spirituelles, n'est-ce pas? On expulse trop souvent de la réalité tout ce qui n'est pas purement matériel. La réalité est à moitié spirituelle. Et alors ça, je le voyais de très près. Qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas, les gens viennent beaucoup chez le pasteur et les enfants qui ne sont pas censés savoir ce qui se passe regardent. Alors, si vous le voulez bien, conclusions. Si vous le voulez bien, nous allons sauter vos années d'études que vous avez passées en Suisse, à Neuchâtel, à Genève, puis à Vienne, pour aboutir au début des années 30, sauf erreur, où l'on vous invite à aller soit à Paris, soit à Pékin. Et vous choisissez Paris, pourquoi? Ah oui, je n'ai pas hésité, n'est-ce pas? On m'offrait un poste de professeur dans une université américaine de Pékin. J'ai tout de suite dit, je vais à Paris, même si je n'y trouve rien,
parce que c'est là que les choses se passent. Du temps de ma jeunesse, Paris était vraiment le centre intellectuel. Ça ne l'est plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Le centre intellectuel s'est déplacé, s'est multiplié. Il est aussi bien à New York ou à Berkeley qu'à Berlin. Mais à ce moment-là, c'était Paris. J'étais essentiellement un écrivain. Je n'avais pas encore du tout de doctrine politique, mais je sentais que c'était là que les choses allaient se décider. Et c'est alors, peut-on dire, que vous êtes venu l'une des victimes d'Hitler, ou en quelque sorte l'apparition d'Hitler en Allemagne a conditionné votre propre rythme de vie ou le fil de votre vie par la suite. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire un certain détour, là, n'est-ce pas? Je suis arrivé à Paris comme directeur littéraire d'une petite maison d'édition protestante qui se fondait, qui s'appelait les Éditions Je Sers. Je ne savais rien du métier, j'allais l'apprendre chez des copains qui étaient dans des maisons d'édition du boulevard Saint-Germain ou du boulevard Saint-Michel. Mais surtout, j'ai rencontré toute une série de jeunes gens de mon âge qui sont devenus des amis ensuite et qui étaient en train de fonder les uns la revue Esprit et les autres le groupe et la revue de l'Ordre Nouveau. Des gens comme Emmanuel Moudier, Arnaud Dandieu, Alexandre Marc, Robert Aron, avec qui je suis resté en relation très longtemps, enfin les deux premiers sont morts, juste après la guerre, ou Arnaud Dandieu même avant. Nous avons ensemble constitué un groupe qui est devenu assez vite très nombreux, qui groupait au fond toute la jeunesse active de Paris à ce moment-là, ce qu'on appellerait aujourd'hui les contestataires, et une génération qui s'est réunie, qui s'est reconnue sur le concept de personne humaine et qui s'est appelée personnaliste. On publie pas mal de thèses et de livres aujourd'hui sur cette génération, notamment un gros livre qui vient de paraître qui s'appelle Les non-conformistes de 1930, qui montre bien la liaison que nous avions d'une part avec une analyse assez poussée de l'état économique et politique de la France et des pays de l'Ouest, d'autre part avec une analyse des menaces qui se dressaient à l'Est, les deux menaces totalitaires du fascisme et du nazisme. On peut dire que vous étiez révolutionnaire, mais opposé au totalitarisme soviétique, aussi bien qu'au totalitarisme nazi. Oui, pour nous, il y avait une espèce d'équation de base entre ces trois espèces de totalitarisme. D'autre part, nous n'étions pas en faveur des régimes que ces trois totalitarismes attaquaient. Nous n'étions pas du tout en faveur d'une société capitaliste ou libérale et individualiste. Notre critique était toujours sur deux fronts. D'une part, contre l'individualisme atomisé, comme disait Marx, n'est-ce pas, du bourgeois qui est là, flottant, qui ne se rattache à rien et qui ne veut se rattacher à rien, qui imagine qu'il pourra faire sa vie tout seul. Et puis, de l'autre côté, le soldat politique qu'on nous offrait comme modèle en Italie, en Allemagne et en Russie. N'est-ce pas, le jeune Komsomol, le jeune SS, le jeune Balila. Et nous étions contre ces deux choses pour ce que nous appelions la personne. Ce n'était pas du tout abstrait. C'était l'homme qui se reconnaît une vocation, qui la cherche, une vocation qui le distingue de tous les autres, qui en fait une personne, mais l'exercice même de cette vocation, dans la cité, au niveau de ses prochains, le remet en communication, le relie à une communauté. Nous opposions la collectivité informe, fabriquée par l'État, par le parti, à une communauté réelle faite par les personnes, et l'entrecroisement de leurs vocations et de leurs intérêts. Et en fait, vous avez voulu très vite être, somme toute, un écrivain engagé. Ça a été une des règles de toute votre vie. Oui, n'est-ce pas? Je peux dire que j'ai lancé avec Emmanuel Mounier, je ne sais pas lequel des deux a la plus grande responsabilité dans le terme, mais nous avons lancé ensemble ce terme d'engagement, à tel point que dans mon premier livre publié à Paris en 1934, le premier chapitre s'appelle « L'engagement du clerc » et le deuxième s'appelle « Ridicule et impuissance du clerc qui s'engage ». Ensuite, j'ai publié 2 ans après ou 3 ans après un long essai intitulé « Penser avec les mains » qui n'était autre qu'une description des conditions de la pensée engagée. Et pour vous, le rôle de l'écrivain est d'être engagé. Vous n'imaginez pas autrement.
Eh bien, étant donné ce que je viens de vous dire de la personne, n'est-ce pas, vous voyez bien comment la personne, c'est une incarnation de quelque chose, c'est donc un engagement dans la communauté. Je ne voulais pas du tout dire, par engagement, l'embrigadement dans un parti. C'était même tout le contraire. Je pensais que l'écrivain doit s'engager, c'est-à-dire assumer ses responsabilités. S'il défend une certaine doctrine, s'il pose certaines thèses, il doit en assumer les conséquences, même pour lui, personnelles, n'est-ce pas? Et donc c'est le contraire, si vous voulez, de l'embrigadement dans un parti, où quand vous entrez dans un parti, surtout les partis totalitaires, qu'est-ce que vous faites? Vous renoncez à toute responsabilité personnelle. Oui. Vous en remettez à la discipline collective. Tout à l'heure, nous reviendrons sur ces thèses, sur le rôle de l'homme, sur le rôle qu'il peut jouer dans la civilisation actuelle. Et pour l'instant, peut-être encore à grands traits, on peut parcourir la suite de votre carrière. Vous êtes parti pour l'Allemagne dans les années 33-34 comme lecteur dans une université allemande. Est-ce que vous gardez un certain souvenir encore précis, enfin une anecdote peut-être de ces années passées là, sous le début du régime hitlérien? Bon, écoutez, c'est plus qu'une anecdote, ça c'était vraiment une expérience fondamentale, n'est-ce pas, la découverte de ce que c'était en réalité vécu que le mouvement national-socialiste. J'ai assisté notamment au mois de mars ou février 1936 à un discours de Hitler à Francfort, que je décris longuement dans mon journal d'Allemagne, et qui a été pour moi une révélation, et une révélation pas intellectuelle, mais presque physique, je dirais. Quand on est malaxé pendant 5 heures dans une foule de 40 000 personnes à l'intérieur d'une grande halle, et qu'à l'extérieur il y a 200 000 personnes, et qu'au bout de 5 heures, on voit arriver dans un petit coup de pinceau de projecteur ce petit homme qui n'était rien et qui était tout, que représentait Hitler, n'est-ce pas, et qu'on voit ces 40 000 hommes se dresser, le bras tendu, avec des larmes coulant sur leurs joues, à tel point qu'ils ne voyaient pas que moi seul j'avais les mains dans les poches de mon manteau. Je vous assure qu'à partir de ce moment-là, on sait ce que c'est que l'âme collective. Et on ne dit plus que c'est une farce et une idée de Jung. Mais Hitler a joué un grand rôle dans votre vie. Je sentais une espèce de traction physique sur mon bras qui me donnait envie de le lever. Non, je reprends ma question, je m'excuse. En fait, Hitler a joué un très grand rôle dans votre vie. Eh bien, il a joué un rôle considérable parce que, d'abord, toute notre doctrine personnaliste s'est fixée en grande partie contre Hitler. Aussi en partie contre Staline, mais c'était surtout contre Hitler et Mussolini. Et ensuite, alors quand ce que nous avions prévu est arrivé, c'est-à-dire la guerre, l'explication finale, l'heure de la vérité, entre les totalitaires qui avaient entièrement tort et les démocraties de l'Ouest qui avaient à moitié raison, à ce moment-là, j'ai été rappelé en Suisse, j'ai été mobilisé, et en tant qu'officier, j'ai fondé ce qu'on pourrait appeler, je m'excuse, mais c'est vraiment ça, chronologiquement, la première ligue de résistance qui ait été faite en Europe. Elle n'a pas eu à intervenir, heureusement, peut-être en partie parce que nous l'avons fondée à temps. Ça s'appelait la Ligue du Gotthard et c'était en partie dans le civil, en partie dans l'armée, secrètement, clandestinement. Cette Ligue du Gotthard avait comme objectif premier de soutenir les résistants du Conseil fédéral, résistants aux demandes pressantes d'Hitler et de son gouvernement. Et nous étions décidés à aller jusqu'au bout. Si le Conseil fédéral avait cédé, nous avions prévu, avec des officiers dans l'armée, de faire un coup d'État et de le remplacer par un gouvernement résistant. C'est une chose qui a été décrite à mots très couverts par le général Guisan dans son rapport paru après la guerre. Et vous avez j'étais un des deux fondateurs avec mon ami le professeur Théo Speury de Zurich, de cette ligue, qui a donc joué un certain rôle dans ma vie à ce moment-là, vous imaginez, on courait certains dangers. Et puis ensuite, alors deuxième
cas où je me trouve vraiment en opposition ouverte et publique avec les hitlériens, ça a été un petit article que j'ai envoyé à la Gazette de Lausanne le jour où j'ai appris que Paris était occupé, qu'Hitler était entré à Paris. J'ai envoyé cet article à la Gazette en leur disant « Voyez si vos prescriptions de censure vous permettent de le faire ». Ils se sont dit « C'est un officier de l'état-major, on peut y aller ». À la faveur de ce petit malentendu, mon article est paru. M'a valu 15 jours de prison militaire donnée par le général lui-même, c'est-à-dire sans ordre écrit, il n'y a que le général en chef qui puisse faire ça. Et puis ensuite, on s'est dépêché de m'envoyer en Amérique. Alors vous voyez que ma vie a été fortement infléchie par cette opposition à l'hitlérisme. Mais vous découvrez l'Amérique grâce à Hitler aussi. Oui, enfin, je lui dois ça au moins. Et alors, cette période américaine? Alors, je suis arrivé en Amérique fin 40, ne sachant pas très bien comment j'en sortirais, si j'en sortirais jamais. J'avais emmené toute ma famille, des enfants qui avaient 5 ans et 5 mois, à ce moment-là. Et alors j'ai essayé de me débrouiller, je devais donner des conférences, enfin ça n'a pas duré très longtemps. Et puis un beau jour, les États-Unis sont entrés en guerre. Alors je me trouvais là, coupé de la Suisse, impossible de rentrer, à travers un océan qui était parcouru par les sous-marins allemands, n'est-ce pas, et n'ayant, en somme, aucune espèce de moyen d'existence, dans un pays dont j'apprenais la langue, que je connaissais fort mal à l'époque. Alors j'ai essayé de me débrouiller, j'y suis resté 6 ans, et assez vite, je suis entré à l'Office of War Information, qui était la grande centrale d'information de l'Amérique parlant à l'Europe. Si bien que pendant 18 mois à 2 ans, j'ai été le rédacteur français de La Voix de l'Amérique parle aux Français. C'était très passionnant. C'était un moyen pour moi neutre, n'est-ce pas, d'entrer dans la guerre, de la faire d'une certaine manière, en parlant tous les jours, 2 fois par jour aux Français, c'est-à-dire en écrivant pour eux, car je ne parlais jamais. Les rôles étaient soigneusement distingués. Là-bas, j'avais 2 équipes d'annonceurs. Speaker est un mot purement français, là-bas on dit announcer. 2 équipes de 3 annonceurs qui se relayaient. L'une était formée de André Breton, Claude Lévi-Strauss et le peintre aux enfants. Et l'autre était formée de Georges Dutuit, le critique d'art, Pierre Baudet, qui est maintenant dans le mouvement européen, et un des fils Pitoyev, Georges, je crois. C'était assez pittoresque, n'est-ce pas, le rassemblement de ces gens. Et, vous voyez, à New York, pendant la guerre, se sont nouées quantité d'amitiés tout à fait imprévues. Par exemple, je me suis mis à voir André Breton, que je n'avais jamais vu à Paris. Nous étions plutôt opposés. Je l'ai vu tous les jours, pendant des années. Nous sommes devenus les plus grands amis du monde. Mais en même temps, je voyais des gens tout à fait d'un autre bord. Je voyais presque tous les jours également Saint-Exupéry, parce que nous avions des maisons qui étaient absolument voisines, et nous avons à 2 reprises loué des maisons de campagne ensemble. Et puis je voyais aussi Jacques Maritain, assez souvent. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'hommes sur cette terre qui étaient amis à la fois avec Jacques Maritain, avec André Breton dans la même ville. Et vous avez eu une manière assez cocasse de faire connaissance avec Einstein. Je crois qu'il faut raconter cet épisode. Einstein. Oui. Enfin ça, je suis assez content de la manière dont je l'ai rencontré. Parce que j'ai commencé par refuser, avec indignation, une demande de mon éditeur pour mon petit livre sur la bombe atomique. C'était une série de lettres que j'adressais à une amie fictive en Europe, de Princeton, où j'habitais à ce moment-là. Et alors, dans une de ces lettres, je disais, je vois passer Einstein, qui est mon voisin, il habitait à 100 mètres de chez moi, je le vois passer tous les jours devant ma fenêtre, son passage m'indique l'heure, c'était 11 heures, et ses cheveux la direction du vent. Et alors je parlais de lui comme le Moïse de l'ère atomique, n'est-ce pas, qu'il avait annoncé, provoqué en partie, mais qu'il ne verrait pas tous ces développements.
Alors, mon éditeur m'a dit, puisque vous habitez tout près d'Einstein, allez donc lui demander ce qu'on appelle un blurb, c'est-à-dire une phrase de publicité pour votre couverture. Ce que j'ai rejeté avec l'indignation que vous pouvez imaginer. On ne va pas déranger quelqu'un comme Einstein pour la publicité de son livre. Mais bien m'en a pris, car un an après, le livre étant paru, un beau soir, je reçois un téléphone chez moi à Princeton, et j'entends « Here Einstein ». Alors vous savez, ça fait un drôle d'effet, c'est un peu comme si on vous disait ici Newton, n'est-ce pas? On n'est pas très sûr que des gens de cette ampleur, de cette gloire, sont vraiment vivants, ils sont vraiment là. Enfin, j'avais beau le voir passer. Alors je lui ai dit, je ne comprends pas très bien le nom, et il m'a dit Here, Professor Einstein. Ça, il n'y avait pas moyen de s'y tromper. Il me dit, je viens de lire votre charmant petit livre pour la 3e fois. Et alors je me demande si vous n'êtes pas trop occupé ce soir, est-ce que vous pourriez passer chez moi? Où j'étais passé 3 heures merveilleuses. Enfin, si on continue, paradoxalement ou non d'ailleurs, c'est aux États-Unis que vous découvrez l'Europe, cette Europe que vous retrouvez vers 1946 environ. Oui, j'oubliais de vous dire qu'une bonne partie de ma conversation avec Einstein a roulé sur le sujet d'une union possible de l'Europe. Il m'a dit, faites très attention, il y a un homme très mauvais là-dedans, c'est Churchill. Churchill avec qui d'ailleurs j'ai commencé toutes ces choses-là 2 ans plus tard au congrès de La Haye. On peut le voir ici peut-être, écoutez. Il y a une photo où l'on vous voit derrière Churchill, et c'est au congrès de La Haye, en quelle année? En 1946. En 1948, avec d'autres personnalités. En 1948, oui, Churchill vient de se rasseoir, il essuie une larme parce qu'il s'était ému par son propre discours, et à côté, derrière lui, je me tiens debout, et à côté, il y a Raoul Dautry, qui était le ministre des Armements et le directeur des chemins de fer français, et puis Ramadier qui applaudit devant les micros. Enfin, c'était un congrès où il y avait 800 personnes, 800 délégués, dont 16 premiers ministres et 40 ministres et 200 députés de tous les parlements européens. Mais enfin, je puis dire que c'est en Amérique, en effet, que j'ai découvert l'Europe, c'est-à-dire la nécessité de l'unir si jamais il nous était possible d'y rentrer. Nous n'étions sûrs de rien, n'est-ce pas? Nous avons tous conçu, tous les Européens qui étaient là-bas, une espèce de nostalgie profonde de l'Europe. Nous imaginions ça, nous avions des retours de souvenirs, n'est-ce pas, où on voyait tout d'un coup une marche qui bouge un peu dans une maison d'enfance, enfin des choses comme ça, qui sont terriblement émouvantes à distance. Écoutez, nous parlerons de l'Europe peut-être tout à l'heure, si vous êtes d'accord. En 1946, vous rentrez en Suisse, et depuis lors, vous restez en Suisse, et vous prêchez l'Europe, si l'on peut dire, en prononçant de nombreuses conférences, de nombreux discours. Mais revenons-en avant la guerre. Avant la guerre, vous vous révélez véritablement au grand public par un livre qui a fait date, un livre qui a été réédité récemment encore, et qui s'intitule « L'amour et l'Occident ». Et par ce livre, vous introduisez des notions très nouvelles qui paraissent même révolutionnaires. Cet amour que tout le monde juge naturel, l'amour-passion que tout le monde juge naturel, vous déclarez, vous, que c'est une invention purement européenne, une invention qui est apparue au XIIe siècle. C'est bien cela? Oui, c'est Seniobos, l'historien français, qui avait eu cette boutade fameuse, l'amour est une invention du XIIe siècle. J'ai repris ça, naturellement, et j'ai essayé de creuser un peu le sujet. Il n'y avait rien quand j'ai commencé à écrire là-dessus. Il y avait des spécialistes des troubadours, il y avait des spécialistes des romans de la table ronde, du roman de Tristan et Iseult, il y avait des spécialistes du monde arabe, de l'histoire des religions. Jamais personne n'avait osé mettre toutes ces choses ensemble. Car à l'époque régnait, beaucoup plus qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a eu mai 68 entre-temps, régnait la séparation absolue des disciplines. Être interdisciplinaire aujourd'hui, c'est le minimum qu'on exige d'un professeur. À l'époque, c'était extrêmement mal vu. J'ai eu toute la Sorbonne contre moi quand j'ai sorti mon livre, parce que tout le monde me reprochait, n'est-ce pas, n'étant ni médiéviste, ni arabisant, ni historien de métier, d'avoir fait des incursions dans tous ces domaines et surtout de les avoir reliés. Car il était entendu que les troubadours répétaient tous des choses qui étaient des clichés, n'est-ce pas, qui n'avaient aucun intérêt et dont on ne connaissait pas l'origine.
Moi, je disais, voilà, je crois quelle est l'origine de tout cela, et ça me paraît avoir un sens profond qui est encore important pour nous, c'est l'invention de l'amour, sentiment. Ensuite, de l'amour-passion dans Tristan, qui est une transposition de la courtoisie des troubadours dans les romans de la table ronde, sous forme de roman, donc étendu dans le temps, ce qui n'était qu'un poème, un éclat, un sentiment instantané chez les troubadours. J'ai mis tout cela en relation, j'ai essayé d'en tirer un sens profond, et alors tous les spécialistes me sont tombés dessus. Je dois dire qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre ma revanche, je l'ai aujourd'hui, puisque le livre est au programme de licence, dans beaucoup d'universités françaises et américaines aussi. Mais enfin, si vous situez la naissance de l'amour-passion au XIIe siècle, cela veut dire que pendant l'Antiquité ou dans l'Orient, l'amour-passion n'existe pas. Ce qui paraît surprenant pour nous, Européens, actuels. Oui, nous avons toujours beaucoup de peine à nous dire qu'une chose a commencé à un certain moment, n'est-ce pas? Une chose qui est courante dans nos vies, que nous suçons avec le lait, si je puis dire. Nous pensons que l'amour-passion, l'amour-sentiment, ça a toujours existé et partout. Or, nous nous apercevons que dans l'Antiquité grecque, par exemple, il n'y a pas une seule des 22 ou 26 tragédies, je ne me rappelle plus, que nous ayons gardées, n'est-ce pas, de la Grèce, pas une seule n'a pour sujet l'amour. C'est tout de même pas un hasard. Nous nous apercevons qu'en Chine, en Inde, n'est-ce pas, il n'y a rien qui ressemble à nos romans d'amour. Il y a l'érotisme qui est décrit aux façades des temples hindous, un érotisme presque didactique, n'est-ce pas, sous forme de statues, pour que tout le monde sache comment ça se fait, à quoi ça rime, et tout cela. Il n'y a absolument rien qui ressemble à l'amour-sentiment. L'amour, le mariage, ce sont des choses qui sont ou bien purement de l'instinct, c'est une question de reproduction de l'espèce, ou bien purement sociale. Une question de convenance. Sur le plan purement pratique, autrement dit, ça veut dire que dans la Grèce antique et dans la Rome antique, il n'y a jamais eu des couples qui s'aimaient passionnément. Écoutez, ça, je n'étais pas là pour le dire. N'est-ce pas, quelqu'un a dit l'histoire c'est une chose qui n'a pas eu lieu, racontée par quelqu'un qui n'y était pas. C'est une chose qu'il faut garder dans l'esprit pour rester modeste quand on parle de choses du temps passé. Ce qui est certain, c'est que ça ne jouait pas un rôle admis. C'est que avant que les troubadours et les romanciers de la table ronde aient donné un langage, une expression à l'amour, on n'en parlait pas. Donc il y a bien des chances pour que les gens n'aient pas éprouvé ces sentiments puisqu'ils ne savaient pas les dire. Oui, mais c'est une chose qui est très frappante. Vous reprenez cette citation de La Rochefoucauld, notamment dans votre ouvrage L'amour en Occident. C'est tout de même cette citation, en fait je la reprends parce qu'elle me paraît essentielle. Peu d'hommes seraient amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour. En fait, c'est pour vous là le fond du problème, c'est là l'articulation. Je pense que c'est une possibilité dormante, n'est-ce pas, une virtualité qui est dans la nature humaine, si on peut parler d'une nature humaine, mais qui n'est devenue actuelle, qui ne s'est avouée qu'au XIIe siècle, quand elle a eu un langage qui s'y prêtait. Et alors depuis lors, ce langage, c'est devenu les clichés, tous nos clichés sur l'amour, et nous pensons que c'est comme ça, et que ça ne peut pas être autrement. Il faut que tout le monde passe par cette expérience, et que c'est là-dessus même qu'on en vient à fonder le mariage. Mais si aujourd'hui même, si l'on élevait sur une île absolument déserte un garçon et une fille, croyez-vous pas qu'il retrouverait, qu'il recréerait le mythe de l'amour, le mythe de Tristan et Isolde? Est-ce qu'il le retrouverait ou pas, n'ayant jamais entendu parler d'amour? Moi, je pense que non, à moins que ça ait passé dans les chromosomes. Mais ça, c'est toute la question de la transmission des caractères acquis que je ne veux pas trancher ici. Je crois que non. Je pense que l'amour, comme le dit La Rochefoucauld, n'est-ce pas, ça vient de ce qu'on a entendu parler d'amour. On entend ça tout le temps. Tous les livres qu'on lit depuis son enfance, toutes les chansons qu'on entend, tous les opéras qu'on voit, tous les films. Alors pourquoi l'Europe nous parle de ça. Eh bien, c'est venu en Europe parce qu'il s'est trouvé que par un jeu de résistance, c'est en Europe que ça a pris feu. La passion, je la définis comme cette forme de l'amour qui se nourrit d'obstacles.
c'est en Europe que le christianisme catholique et nordique a opposé les obstacles les plus virulents à cette nouvelle religion qui était l'amour, le sentiment, l'amour des troubadours, la courtoisie, cortésia. Et c'est à cause de cela que ça s'est développé dans ces formes et avec cette généralité, n'est-ce pas, au point que l'on pense que c'est complètement naturel. Mais on peut supposer que la création de ce mythe qui perdure depuis 7 siècles répondait à un besoin profond de l'homme occidental à ce moment-là. Sinon, ce besoin n'aurait pas mordu de pareille manière. Il ne serait pas maintenu. Il ne se serait pas maintenu. Oui, mais enfin, ça, c'est un problème de la poule et de l'œuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a commencé? Est-ce que ça a réussi parce qu'il y avait un besoin, ou est-ce que ce besoin a été créé par une invention artistique? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que dans les... Par exemple, on me demande souvent, Sartre m'a beaucoup reproché de n'avoir pas donné assez d'exemples de la non-existence de la passion en Orient. D'avoir simplement dit que les Orientaux n'ont pas de mots pour cela. Et quand ils tombent amoureux, parce qu'ils sont venus dans des universités américaines ou occidentales, ils appellent ça, du mot anglais, romance. Eh bien, j'en ai parlé à des sinologues qui m'ont dit, vous avez parfaitement raison, il n'y a pas de mot en chinois pour désigner l'amour. Il y a 2 idéogrammes, n'est-ce pas, 2 caractères, qui, mis ensemble, représentent à peu près ce que nous appelons l'amour. L'un représente la mère et l'autre le fils. Le fils mâle, pas la fille. Donc, ce qui se rapproche le plus pour toute une partie de l'Asie, de ce que nous appelons amour, c'est le sentiment filial. Mais l'idée de l'amour entre un mari et une femme est jugée inconvenante. Non seulement elle n'existe pas, mais elle est jugée inconvenante, si elle vient à se produire. Écoutez, je vais faire un retour en arrière. Est-ce que vous pourriez poser une définition de l'amour-passion par rapport à l'amour de tous les jours, peut-être? Oui, il suffit de prendre les mots même, n'est-ce pas? L'amour-passion, qu'est-ce que c'est? Passion, passif, c'est ce que l'on subit. C'est comme une drogue. C'est quelque chose qui fond sur vous, n'est-ce pas? Dans l'histoire de Tristan et d'Iseux, c'est bel et bien par une drogue que ça commence. Le vin herbé, le filtre, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose qui se produit quand vous prenez une drogue, vous subissez toute une évolution. Tandis que l'amour chrétien, si vous voulez, l'amour actif, au contraire de l'amour passif, d'où passion. L'amour actif, c'est l'amour réel, de l'autre dans sa réalité en tant qu'autre. Dans l'amour-passion, il y a un passage très curieux dans Tristan où il dit « Elle ne m'aime pas, et moi je ne l'aime pas. Nous nous aimons uniquement à cause de l'herbé, à cause du filtre, dont je bus, et elle en but, ce fut péché. » Tandis que dans l'amour actif, c'est vraiment l'autre tel qu'il est que l'on cherche à découvrir tous les jours. Et alors, on a beaucoup dit, à tort, je crois, que mon livre excluait la passion du mariage. Moi, je ne pense pas. Je pense simplement que la passion avait, au début, des finalités absolument contraires à celles du mariage. Il y a un fameux verdict de la cour d'amour de la comtesse Marie de Champagne qui dit, au XIIIe siècle, n'est-ce pas, l'amour n'est pas permis entre un mari et une femme. Ça, c'était l'amour-passion. L'amour-passion était contre le mariage. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entretient aujourd'hui, une je fiction. crois que on a grand tort de vouloir fonder le mariage sur la passion, parce que la passion n'est pas durable et qu'elle est faite contre le mariage. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne peut pas y avoir du sentiment, et un sentiment très fort, au sein d'un couple. Ça veut simplement dire que les finalités de la passion et du couple sont de sens contraire. Mais moi, je crois qu'il faut maintenir les deux choses en tension, et que c'est ça qui fait l'intérêt de la vie. Je crois d'autre part que si la passion est cette forme d'amour qui se nourrit d'obstacles, n'est-ce pas, de séparation, d'épée entre les corps, et de tout cet attirail dans le roman de Tristan,
on peut très bien retrouver dans la réalité d'un couple le même obstacle, mais intériorisé, c'est le simple fait que l'autre est autre. Le ménage par moi, vous faites une espèce de constat d'échec du mariage tel qu'il est conçu actuellement dans la société occidentale. De par justement l'impossibilité de concilier. Il y a un échec évident qui est dans les statistiques, n'est-ce pas? Après la guerre, aux États-Unis, il y avait 2 mariages sur 3 qui finissaient en divorce. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu amélioré, il n'y en a plus qu'1 sur 3, mais enfin, vous imaginez l'état de crise que ça représente pour une société, pour les enfants, pour enfin, toutes les institutions juridiques qui sont faites autour de la famille. Ça ne peut pas continuer. Et ça continuera tant qu'on voudra fonder le mariage uniquement sur le sentiment, sur la passion. Il y a des jeunes actuellement qui recherchent de nouvelles formes de mariage, le mariage collectif par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense pas grand-chose, parce que c'est une chose qui a été essayée depuis longtemps aux États-Unis. Pendant tout le XIXe siècle, il y a eu des communes avec mise en commun de la vie sexuelle notamment, ou de l'éducation des enfants. Ça n'a jamais duré plus de 3 ou 4 ans, ces choses-là. Ça a toujours abouti à des explosions, des dissociations, ou alors la commune s'est divisée en un certain nombre de couples qui ont plus ou moins bien marché. Donc en Orient, le phénomène amour-passion est inconnu. Est-ce que cela signifie que les couples orientaux soient plus heureux que les couples occidentaux? Comment voulez-vous comparer le bonheur? Ça ne se mesure pas. C'est impossible. C'est une question de qualité. Je n'en sais rien. Je sais que les orientaux sont fortement contaminés par nos notions de l'amour. C'est pas, vous le voyez dans les romans japonais notamment. Ça fait de grands progrès. Je ne sais pas du tout s'ils sont plus heureux ou plus malheureux. Mais avant d'en venir à l'amour aujourd'hui, il y a quand même une question que j'aimerais vous poser. C'est finalement, Gaston Nicole vient de parler de l'Orient, tout simplement l'Occident et le christianisme. Est-ce qu'il y a un problème particulier, inhérent à toute la morale, à toute la tradition chrétienne, dans les difficultés de l'amour, dans les problèmes de l'amour chez nous? Écoutez, il y a cette chose fondamentale qui lie l'amour tel que nous l'entendons en Europe et le christianisme, c'est l'idée de la personne, dont je vous parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? L'idée qu'un être est quelque chose d'unique, et que ce qu'on aime en lui, c'est ce qu'il a d'unique. Voilà quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir dans une religion comme celle de l'Inde, celle au pluriel, n'est-ce pas? Le brahmanisme, et qui y est encore, et le bouddhisme, qui est né en Inde, quoiqu'il ait émigré ailleurs. Parce que dans ces 2 religions, ou philosophies, le moi n'existe pas, ne doit pas exister, n'est qu'une illusion qui doit être dissoute. Alors dans ces conditions, comment pouvez-vous tomber passionnément amoureux d'une illusion, de quelque chose qui n'existe pas? Vous devez savoir, si vous êtes un bon hindouiste ou un bon bouddhiste, n'est-ce pas, que vous n'avez devant vous qu'un simple agrégat transitoire d'atomes, une illusion complète. Il n'est pas question de tomber amoureux de cela et d'en faire des drames, n'est-ce pas? Il est question simplement de se dissoudre dans l'un sans nom et sans distinction, qui est l'équivalent de Dieu, bien qu'il n'en ait pas le nom. Vous voyez qu'au fond, la liaison entre les formes d'amour qui sont pratiquées des 2 côtés, à l'Est et à l'Ouest, en Orient et en Occident, sont très étroitement dépendantes des religions. Il n'en reste pas moins que c'est vers le christianisme que l'on parle le plus des tabous sexuels, des problèmes sexuels, alors que, vous le dites d'ailleurs vous-même, que l'Orient le connaît moins. Toutes les civilisations connaissent des tabous et des interdits. Il n'y aurait pas de civilisation sans ça. N'est-ce pas? Je voyais il y a quelque temps dans une revue française cette phrase absolument inouïe à propos d'un film sur l'inceste. On disait ce film brave un tabou qui a 2000 ans, c'est-à-dire l'âge du christianisme. Bien, c'est absolument monstrueux d'écrire des choses pareilles. Le tabou de l'inceste existe dans toutes les sociétés connues. Lisez Lévi-Strauss,
n'a aucune espèce de rapport avec le christianisme, n'est-ce pas? Le christianisme se distingue, si vous voulez, des autres religions par le fait qu'il n'a pas un système de tabou sexuel. Relisez les évangiles, n'est-ce pas? Il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien. C'est dans l'application. Il y a quelques phrases sur la nécessité de l'amour, qui est ce que j'appelle l'amour actif. Il y a quelques phrases du Christ de pardon à Madeleine, des phrases de tolérance, n'est-ce pas? Mais il n'y a absolument rien de ce que vous avez dans les autres grandes religions, l'équivalent d'un livre comme le Kama Sutra en Inde, qui est un livre sacré sur l'érotisme, sur l'amour, sur les manières de le pratiquer. Vous n'avez rien de pareil dans le christianisme. Mais vous n'avez pas non plus d'interdiction. Un produit du christianisme. Seulement, peu à peu, se sont réintroduits, sous des influences d'ailleurs tout à fait extérieures au christianisme, le gnosticisme, le manichéisme, toutes sortes de traditions différentes, se sont réintroduits des pratiques païennes, des interdits païens, des tabous païens, qui ont été repris avec joie et bonheur par les prêtres, par les moines, puis par les pasteurs, n'est-ce pas? Ils ont rivalisé dans la création, dans la récréation, la réinvention de tabous et d'interdits. Ça a culminé vers le XVIIe siècle, avec des grands ouvrages de casuistique sexuelle. Et on en est arrivé à ceci, que le christianisme, qui est une religion fondée sur l'amour, Dieu est amour, qui est la seule religion qui n'est pas un système de tabous, est devenue, soi-disant, n'est-ce pas, la religion du problème sexuel. C'est-à-dire que le problème a été posé par le manque de règlement de police dans ce domaine. Comment jugez-vous la vague actuelle d'érotisme? Est-ce que c'est une démythification de l'amour-passion? En partie. Enfin, il y a tellement de causes à une chose de ce genre, il m'est vraiment très difficile d'en parler, de vous répondre en deux phrases, si vous voulez, ce qui est en somme ce que vous demandez. On peut aller un peu plus loin quand même. Je pense que l'érotisme, n'est-ce pas, qui est l'usage non procréateur de la sexualité, a des chances de se développer beaucoup par une sorte de réaction presque instinctive du genre humain à l'explosion démographique. Il se passe des choses de ce genre dans beaucoup d'espèces animales. Je pense que c'est un des moyens que les hommes vont inventer pour diminuer cette inflation démographique qui risque d'aboutir, comme vous le savez, d'ici 400 ans exactement, à ce que tous les hommes se touchent. En 2350, d'après mes calculs, si on continue au rythme actuel, il y aura un homme par mètre carré des terres émergées du globe, et 20 ans après, ils se toucheront tous. Aucun sociologue n'a pu nous expliquer jusqu'à présent comment on pourrait arrêter ça. Je pense que le développement, la généralisation de l'érotisme peut être un de ces freins. Malheureusement, voyez-vous, ça se passe surtout, par exemple. Oui, ou enfin toutes les formes non procréatrices de la sexualité, n'est-ce pas? Ce qui est étrange, c'est que ça se produit surtout dans les pays très développés, l'Amérique, l'Europe, où justement la démographie est la moins galopante et la moins inquiétante, alors que ça ne se produit pas du tout dans des pays comme l'Inde, la Chine ou l'Amérique latine surtout, où il faudrait absolument freiner ce développement à 3% d'augmentation de la population par année, qui nous amènera à des catastrophes sans nom. Alors là se pose tout le problème de la prospective de nos civilisations, et notamment de notre civilisation industrielle, qui actuellement, je dois dire, domine tout ce que je fais, tout ce que j'écris, et tout ce que je professe dans cet institut ici. Ce grand problème de l'absence de finalité de notre civilisation, qui nous empêche d'adopter des mesures politiques sérieuses
pour prévenir les catastrophes, n'est-ce pas, je dirais un mot qui n'est pas trop fort, l'apocalypse, que calculent actuellement tous les écologistes, et qui doit se produire, d'après eux, entre l'an 2020 et l'an 2060, c'est-à-dire chez nos enfants. Oui, En fait, la vague d'érotisme dont parle Gaston Nicole, pour vous, appartient-elle à cette crise de la civilisation actuelle? Oui, mais ça n'est qu'un tout petit aspect, n'est-ce pas? Je trouve qu'on exagère énormément l'importance de cette chose, l'envahissement de nos rues, de nos colonnes d'affiches, de nos écrans par le nu. C'est pas très grave. N'est-ce pas? Les gens viennent m'interroger souvent et me disent qu'est-ce que vous pensez, comment pensez-vous que ça va se développer? Alors je leur dis écoutez, c'est extrêmement simple, quand tout le monde se sera mis tout nu, il n'y aura plus qu'une chose à faire, c'est d'aller se rhabiller. N'est-ce pas? La solution est très simple. Et il faut bien se dire qu'il y a eu d'autres époques, pas tellement loin de nous, où il y a eu des vagues d'érotisme au moins aussi fortes. Je ne sais pas si vous savez qu'autour de 1900, à Paris, rien que dans la ville de Paris, on a dû fermer 3 théâtres où tous les spectacles étaient entièrement nus. Parce qu'on a trouvé qu'ils exagéraient, il y en avait 16 autres qui pouvaient encore marcher. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'apocalypse qui menace notre monde dans un avenir assez proche. Et cela nous conduit bien sûr immédiatement dans la crise de civilisation que vous admettez et que nous traversons actuellement. Dans l'un de vos livres, vous dites qu'il y a une décadence morale, une décadence de la morale car on a renversé beaucoup de tabous. Est-ce que cela signifie que pour créer une nouvelle morale, il faudrait créer de nouveaux tabous? Oui, et surtout, il faudrait prendre conscience des finalités que l'on sert dans la société. Les finalités, les buts suprêmes, les valeurs suprêmes, les absolus, si vous voulez, d'une communauté ou des individus, des personnes dans cette communauté. C'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Quand vous êtes devant un des grands problèmes que posent les écologistes, n'est-ce pas, par exemple la suppression de la pollution, la diminution du bruit ou la diminution du pillage des ressources terrestres. Je prends le cas le plus énorme, c'est celui de l'épuisement calculable de l'oxygène que nous respirons, de l'atmosphère humaine. Vous savez qu'aujourd'hui, un avion, un Boeing 707 qui traverse l'Atlantique, consomme 35 tonnes d'oxygène pendant sa traversée. Nous avons été élevés dans l'idée que les ressources terrestres étaient inépuisables, c'est faux. Nous savons que d'ici X années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, suivant les écoles, on peut arriver, on arrivera sûrement, à un état où l'oxygène consommé, la consommation d'oxygène, c'est-à-dire brûler de l'oxygène, le recombiner avec d'autres choses, dépassera la production d'oxygène qui est faite à 70% par les océans et à 30% par les forêts. Or, on abat les forêts et on pollue les océans. C'est-à-dire on pollue le plancton qui fabrique l'oxygène, n'est-ce pas? Donc, on arrivera assez vite à un état de choses où l'homme ne pourra simplement plus respirer, où il devra peut-être essayer d'extraire à grands frais de l'oxygène de minéraux, je ne sais pas quoi, où il y en a encore un peu. Eh bien, quand on dit à des industriels ou à des hommes d'État, il faudrait faire quelque chose tout de suite. Il faut freiner cette consommation folle, effrénée d'oxygène, et il faut freiner la disparition des forêts et la pollution des océans. Les gens nous répondent, oui, tout ça est très joli, mais où trouverez-vous l'argent pour le faire? C'est là que je dis qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de finalité dans notre civilisation, ou plutôt qu'on n'ose pas avouer que la seule finalité qui subsiste, c'est le profit immédiat. Car c'est un mensonge évident de dire qu'il n'y a pas d'argent pour faire cela. Simplement, on a peur que si l'on diminue tout ce qu'on appelle les nuisances, la pollution et tout cela, ça entraîne des frais considérables, donc ça diminue le profit. C'est-à-dire,
En termes un peu crus, on remplace la finalité vie, ou développement libre des personnes, par la finalité profit. Mais on ne peut pas l'avouer. Mais ça, c'est l'un des fléaux. Mais s'il faut recréer une nouvelle morale, fondée éventuellement sur de nouveaux tabous, est-ce qu'il est suffisant, pensez-vous, que cette morale soit axée sur la non-pollution de la planète? Est-ce qu'il ne faudrait pas une finalité plus élevée? Absolument pas. Je voudrais qu'on place des tabous sur certaines pollutions. Voilà une très bonne chose qu'on pourrait faire le plus vite possible, n'est-ce pas? Mais les tabous, ça ne se fait pas comme ça, vous savez. Ça se fait très lentement, par toutes sortes d'effets de terreur, n'est-ce pas, qui s'impriment dans l'esprit des gens, qui sont transmis héréditairement. C'est pas une chose qu'on peut faire tout de suite. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est ce que j'appellerais une conversion de la société d'aujourd'hui. C'est décider de certaines finalités nouvelles. Alors vous me disiez, est-ce que lutter contre la pollution est une finalité? Non, c'est un moyen. La véritable finalité, ce serait de dire, nous ne voulons plus que le but de la société soit le profit individuel ou des corporations et la puissance des États. La puissance toujours militaire, en fin de compte. Nous voulons au contraire que le but de la société, des communautés, de la vie en société, soit le libre développement des personnes, du plus grand nombre possible de personnes, acquérant le plus grand nombre possible de moyens d'exprimer leur vocation. Mais n'êtes-vous pas pessimiste dans un sens précis? Vous dites, je suis inquiet par la lenteur de la prise de conscience qui doit se faire. Or, si l'on constate, en 3 ans peut-être, ou 5 ans au maximum, la prise de conscience que l'homme a faite, la prise de conscience de la peur, au fond, qui s'est instaurée en lui quant à la pollution, l'automobile qui était toute puissante il y a 5 ans commence à être contestée, l'avion qui était seigneur et maître commence à être contesté. Ne croyez-vous pas que finalement, cette espèce de révolte de l'homme face à cette technologie angoissante et oppressante n'est pas beaucoup plus rapide que vous ne le craignez? Je pense qu'il y a depuis 2 ans à peu près une prise de conscience étonnante que je n'aurais pas osé espérer de la part des Occidentaux. J'ai vu l'année dernière l'impact considérable de ce que le Conseil de l'Europe avait lancé sous le nom d'année de protection de la nature. Il a suffi, au fond, de cette décision du Conseil de l'Europe pour déclencher une prise de conscience généralisée. La presse, la radio, la télévision, tout le monde a parlé de ça, et maintenant, ça y est, c'est parti. Donc il y a certaines raisons d'espérer. Maintenant, vous me demandez si je suis pessimiste. Je vous répondrai que mon premier essai sur la matière politique, quand j'avais, je ne sais pas, 25 ans, que j'arrivais à Paris, ou 26 ans, s'appelait « Principe d'une politique du pessimisme actif ». Bien, je crois qu'après 40 ans, je n'ai absolument jamais dévié de cette ligne. Mon raisonnement est extrêmement simple. Si nous ne faisons rien, si nous nous abandonnons passivement à des fatalités, alors le pire, l'apocalypse, est absolument sûr et certain. Mais si nous faisons quelque chose, d'abord, nous nous sauvons nous-mêmes à nos propres yeux, n'est-ce pas, nous donnons un sens à nos vies. Et ensuite, nous faisons la seule chose qui peut peut-être renverser les destins. Ouais, tout cela implique une politique du risque. Du risque assumé comme tel, du risque recherché, joyeusement recherché. J'étais très frappé, je m'excuse Gaston, j'étais très frappé récemment, lors de l'enterrement de notre grand coureur national, Siffert, un prêtre a dit une phrase qui est tout de même importante, je crois, et qui rejoint d'ailleurs une de vos thèses. Il a dit, somme toute, là où il y a risque, il y a la mort, et là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de vie. Si vous entendez une phrase de ce genre-là, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque tout ce que je pense. Vous le dites vous-même, c'est très près de ce que j'ai essayé de vous dire. Vous rejetez tout système étatique. Je pense que je vous disais dans le mariage, il ne s'agit pas de supprimer les tensions, il ne s'agit pas de supprimer les menaces, il ne s'agit pas de supprimer la passion parce qu'elle met en danger les sécurités. Il faut assumer les deux choses. Contraire. C'est aussi ma théorie du fédéralisme, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que le fédéralisme? C'est mettre ensemble les autonomies et justement les mettre ensemble. Deux choses contradictoires.
autonomie et union. C'est grâce à ça que la Suisse existe. Dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut réunir? L'homme et la femme qui ont chacun leurs lois différentes. L'intérêt, c'est de les réunir et non pas du tout de les uniformiser, ni de subordonner l'un à l'autre. N'est-ce pas? Dans tous les domaines, vous retrouvez ce même mouvement, au fond, qui est fondamental pour toute la pensée personnaliste. Assumer les antinomies, maintenir les tensions, parce que ça, c'est la condition même de la vie. C'est aussi la condition du risque, naturellement. Est-ce dans un cadre de liberté ou de responsabilité? C'est la même chose. Mais attendez, vous n'avez pas de liberté là où vous n'avez pas de responsabilité. N'importe quel juriste vous dira, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas condamner un homme pour quelque chose qu'il a fait s'il n'était pas libre quand il l'a fait. Il n'est pas responsable s'il n'était pas libre. Et l'inverse est juste. Notre première définition de la personne, c'était ça. L'homme à la fois libre et responsable, libre parce que responsable, et responsable dans la mesure où il est libre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, actuellement, précisément, on offre des solutions qui devraient faire le bonheur humain et qui supposent précisément un abandon d'une partie de sa liberté? On cherche à assujettir davantage l'individu et à écarter tous les risques qu'il pourrait devoir assumer. Oui, c'est le conditionnement, c'est la manipulation des êtres, c'est l'immense danger qui existe aujourd'hui, mais enfin qui n'est qu'une partie de cet apocalypse en préparation. C'est le danger de l'école, si vous voulez, aligner tous les esprits, aligner les réflexes, aligner les sources de la créativité chez les gens. C'est un très grand danger. C'est dû à une des deux passions fondamentales de l'humanité, qui est la passion pour la sécurité. L'autre passion étant celle du risque. La sécurité est aliénante, alors. Fatalement. Elle est uniformisante, n'est-ce pas? Elle va dans le sens de ce que les physiciens appellent l'entropie, c'est-à-dire l'égalisation progressive de toutes les formes d'énergie, menant vers ce que un astronome a appelé la mort tiède de l'univers. Alors la solution aux maux actuels, l'individu se sont perdus en face de l'avance effrénée de la technologie, se sont noyés dans des ensembles au sein desquels ils ne jouent strictement plus aucun rôle. La solution que vous préconisez, vous, c'est la création d'ensembles plus modestes au sein desquels l'individu pourrait recommencer à jouer un rôle actif. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un retour en arrière à faire, un peu utopique? Oui, je pense que nous avons besoin d'utopie aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis en train de lire les œuvres d'un professeur et théologien allemand qui est aujourd'hui d'ailleurs le conseiller scientifique du gouvernement allemand, Georg Picht, qui a intitulé son livre principal « Le courage de l'utopie ». Je pense que, avec beaucoup de jeunes urbanistes américains qui veulent bien se dire les disciples en partie de l'amour et l'Occident, que nous ne trouverons des solutions pour une société de demain que dans les petits groupes, des petites communautés. Il y a très longtemps que j'ai écrit là-dessus, pendant la guerre en Amérique, bien avant la guerre avec Emmanuel Mounier dans Dieu, nous avons toujours pensé que les germes, les semences de l'avenir étaient dans des toutes petites communautés où l'homme retrouverait ses dimensions d'action et son rôle bien défini par rapport à un ensemble dont il ferait partie d'une manière créatrice. Mais dans une ville comme Paris ou New York, comment est-ce qu'on peut recréer des petites communautés? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il faut en sortir, il faut utiliser ces villes uniquement comme place d'échange, mais il ne faut plus y vivre. Mais quand vous avez écrit, alors la Suisse est à mes yeux le seul pays dont je souhaite qu'il communique sa grâce très secrète à l'Europe. Pour vous, c'était une solution possible? La Suisse est faite de petites communautés. N'oublions pas que la Suisse est née de communes. Elle est née des 3 communes forestières autour du Gotthard, qu'on a appelé cantons beaucoup plus tard. Elle est née d'une agrégation de communes. Et je pense qu'elle détient de ce fait la solution pour l'Europe de demain.
qui sera dans une helvétisation progressive de toute l'Europe. Si nous n'arrivons pas à ça, si nous disons c'est une utopie, donc il ne faut pas essayer, moi je dis c'est une utopie qu'il nous faut absolument réaliser, si nous n'arrivons pas à cela, nous perdrons même notre fédéralisme suisse. Car je suis profondément persuadé qu'on ne peut pas maintenir un fédéralisme vivant dans un seul pays. Je reprends la formule de Lénine sur le socialisme dans un seul pays qui n'était pas possible ou qui était possible suivant les écoles. Je pense que si nous arrêtons les processus du fédéralisme en Suisse à nos frontières, nous finirons par être forcés de devenir un petit État centralisé comme tous les autres qui nous entourent. Notre seul espoir de survie comme Suisse, c'est d'étendre la formule suisse de proche en proche à toute l'Europe. Et vous souhaitez un fédéralisme européen dont les unités constitutives seraient non pas les États actuels, mais des régions Oui. naturelles. Est-ce que vous ne pensez pas que le fédéralisme, cela s'apprend et cela ne s'enseigne pas? Je pense que cela s'apprend, juste j'y reviens, dans des petites communautés, par exemple par les régions. Je pense qu'en faisant des régions, en constituant des régions aujourd'hui, la plupart d'entre elles d'ailleurs étant tout naturellement transfrontalières, parce que les frontières faites au XIXe siècle, pour la plupart, ne correspondent à rien du tout, à aucune réalité actuelle. Je pense qu'en faisant ces régions, les Européens apprendront peu à peu les règles fondamentales du fédéralisme, n'est-ce pas? Cette distribution des pouvoirs de l'État à tous les niveaux, de l'entreprise et de la commune à la région, puis à des fédérations nationales de régions, si on veut garder la fiction nationale, et puis à la fédération continentale. C'est en travaillant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je crois que vous apportez là un peu le mot de la fin à notre entretien. Il y avait une question que j'aurais voulu vous poser finalement. Denis de Rougemont, êtes-vous visionnaire? Ben, je le souhaite. Eh bien écoutez, je crois que c'est vraiment le mot de la fin. J'espère que nos téléspectateurs auront pris à vous suivre, à vous écouter, à vous entendre le même plaisir que sans doute Gaston Nicole et moi-même avons connu ce soir. Monsieur, je vous remercie. Merci à vous. Pensez qu'on peut extirper aussi rapidement le nationalisme Je ne crois pas qu'on puisse l'extirper. On ne peut jamais faire des choses négatives de ce genre. On peut le remplacer. On peut le remplacer par autre chose en travaillant sur les régions. Sur du concret, n'est-ce pas? Autour de Genève. C'est tellement évident ce qu'il y a à faire autour de Genève.